Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présente, que vous soyez en ligne, que vous soyez ici présentement dans la pièce avec nous. Donc, moi, je m'appelle Chloé. Je travaille à la Fondation David Suzuki. Je suis responsable du réseau Nommé Québec en mobilisation citoyenne. C'est un réseau de 150 initiatives de transition socio-écologique à travers le Québec. Et je suis aussi sur le CA de Vigilance OGM depuis 3 ans. Donc, je suis contente d'animer cette table ronde sur les impacts sur la santé des pesticides. Avant de commencer, je vais faire une petite reconnaissance territoriale. J'aimerais reconnaître qu'on se situe présentement, pour les personnes qui sont ici, à Tiohtià:ke, chez les Kanien'kehá:ka ou Mouniang pour les Anishinaabe, qui est mieux connu sous le nom colonial de Montréal, qui est un territoire autochtone qu'on dit qui n'a pas été cédé, c'est-à-dire qui n'a pas fait l'objet d'un traité numéroté comme on a pu voir ailleurs au Canada. Donc, pour les personnes en ligne, si vous êtes en territoire, si vous êtes au Québec, finalement, il n'y a plus aucun traité numéroté sur le territoire. Donc, vous aussi, vous êtes en territoire non cédé. Je vous invite à aller voir sur quel territoire vous pourriez vous présenter, que vous pouvez vous situer présentement plutôt. Donc, je reconnais que ces nations sont les gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles on se réunit aujourd'hui. Un lieu historiquement connu pour un lieu de rencontre entre les nombreuses Premières Nations, les Métis, les Inuits. Comme le sujet du panel ce soir, eh bien, on va parler de la santé reliée à notre utilisation des pesticides sur le territoire. Je nous amène à garder en tête les causes de cette exposition-là, de réfléchir à notre relation au territoire, puis aussi à l'interconnexion reliée à l'être humain et le territoire également. Donc, comme il a été mentionné, ça va se dérouler ce soir entre 2-3 étapes. Il va y avoir la table ronde jusqu'à 18h15 environ. Il va y avoir une période de questions. Il y a des questions qui avaient été proposées dans le questionnaire lorsque vous êtes inscrit. On va pouvoir les poser à la toute fin. À 18h30, l'AGA qui va commencer, donc on vous invite à rester. Puis finalement, un petit réseautage à la toute fin vers 19h45 pour les personnes qui sont ici en présentiel. Donc, sans plus tarder, à Vigilance OGM, on travaille sur de nombreux dossiers. On a la chance de bénéficier d'un soutien d'un gros réseau de partenaires comme Pascal Priori, qui est de Victimes des pesticides du Québec, et de scientifiques également comme Maryse Bouchard, qui est chercheuse à l'INRS. J'aurai la chance de vous le présenter plus en détail tout à l'heure. On espère que cet échange-là vous permettra de mieux comprendre les impacts des pesticides sur la santé, puis de quelle façon est-ce que cela pourrait être amélioré pour protéger notre santé à tous et à toutes. Donc, pour Maryse Bouchard, bonjour. Qui est au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et de l'INRS, Institut national de la recherche scientifique. Ces travaux visent à identifier et quantifier les risques pour la santé des contaminants environnementaux au moyen d'études épidémiologiques. Elle s'intéresse particulièrement aux groupes de la population présentant des facteurs de vulnérabilité comme les fœtus et les enfants, les personnes âgées, les autochtones et les travailleurs utilisant des produits toxiques. On a ici Pascal Priori, qui est cofondateur de Victimes des pesticides du Québec, qui regroupe les personnes victimes des pesticides afin de défendre les droits et de faire connaître leurs revendications et recommandations pour un Québec en santé et un système agricole qui protège les travailleurs et travailleuses. Diplômé en sciences de l'environnement et en sciences politiques, Pascal s'implique dans les milieux communautaires au Québec depuis près de 10 ans et se spécialise sur les impacts sanitaires et environnementaux des pesticides. Bonjour. Bonjour. Donc, pour la suite de la conversation, moi, je vais avoir quelques questions à vous poser. N'hésitez pas à interagir les uns avec les autres, l'un avec l'autre, plutôt, tout le monde ensemble, pour les questions que je vais vous poser. Ma première question s'adresserait à Maryse. Donc, de quelle manière sommes-nous exposés aux pesticides et quels en sont les impacts? Comment ça? Oh. Ouais, c'est ça. Oh là là! Mais, OK, oui, grande question. Bien, la façon dont on est exposé aux pesticides, ça va dépendre beaucoup de qui on parle. Il y a évidemment, on peut tout de suite penser aux travailleurs des industries agricoles, puis à d'autres aussi, horticoles, où il y a donc une utilisation professionnelle de pesticides. C'est fort probablement le groupe de la population le plus exposé, le plus à risque donc de souffrir d'effets toxiques. On sait d'ailleurs qu'il y a une maladie en particulier, la maladie de Parkinson, qui est maintenant, dont la présomption avec les pesticides est reconnue
Donc, pour les travailleurs qui ont été en contact pendant une dizaine d'années, le critère est quand même assez élevé, hein, c'est 10 ans de contact avec les pesticides. Si quelqu'un développe le Parkinson, ça va être reconnu automatiquement que le travail a contribué à ça, puis va être indemnisé. Donc, c'est ça. À part les travailleurs, sinon, chacun d'entre nous est exposé également aux pesticides de différentes façons. En ce moment, moi, je suis en train de mener une étude chez les gens qui vivent en région agricole, donc très près de zones où il y a des productions et des épandages de pesticides. Et ces gens-là peuvent être exposés, par exemple, via des, drift, dérives, merci beaucoup tout le monde. Donc, des dérives. Et pour être sur le terrain en ce moment en train de collecter des données, les gens me rapportent que oui, il y a des dérives. Donc, ils savent très bien, il y a des épandages qui sont faits. Normalement, il y a des lois. C'est prévu au ministère de l'Environnement qu'on ne doit pas épandre des pesticides quand ils vendent davantage que telle vitesse de vent. Or, ce n'est pas toujours respecté. Hein? Donc c'est ça, il y a les dérives. Après ça, bien, on sait très bien que les pesticides, vous savez, les pesticides, là, c'est le seul produit chimique toxique qu'on épand volontairement dans l'environnement. Hein? Habituellement, on sait, là, il y a différents produits chimiques dans l'environnement, mais c'est parce que ça s'est échappé, il y a eu des accidents, ou c'est pas volontaire. Hein? Les pesticides, ils sont épandus dans l'environnement. Donc, une autre façon que les gens sont exposés, c'est suite à ces épandages-là, ça peut percoler dans le sol, puis atteindre, par exemple, des nappes phréatiques, ou ça va évidemment dans les rivières, ça c'est très, très bien documenté. Puis, certaines de ces sources d'eau-là sont utilisées pour la consommation humaine. Puis, finalement, il y a évidemment l'alimentation, qui est une grosse source d'exposition. Ça, c'était juste la moitié de votre question, je pense. Oui, c'est ça. Mais en fait, je vais peut-être voir les liens entre, parce que là, on a mentionné la maladie du Parkinson, mais on se demande si les liens entre les cancers, perturbateurs endocriniens, pesticides, est-ce que vous voulez élaborer un peu plus là-dessus? Je peux, oui, aussi. Pascal connaît beaucoup aussi le sujet, là, mais au niveau des effets sur la santé, peut-être en grande catégorie d'effets, oui, il y a tout ce qui est cancer. On sait maintenant, il y a un consensus scientifique à l'effet que, par exemple, le myélome multiple puis le lymphome non-hodgkinien sont associés à l'exposition à plusieurs pesticides. Cancer de la prostate aussi, c'est bien documenté. Ensuite, il y a tout ce qui est fait sur le cerveau. Beaucoup de pesticides, notamment des insecticides, la façon qu'ils agissent pour tuer les insectes, c'est en perturbant, en bloquant l'activité de certains neurotransmetteurs. Puis, de façon peut-être surprenante pour les gens, on a les mêmes neurotransmetteurs, nous aussi. Donc, plusieurs insecticides vont avoir un effet sur le cerveau. Je parlais tantôt de la maladie de Parkinson, mais il y a aussi des effets sur le fonctionnement intellectuel, le neurodéveloppement chez les enfants. Donc, ça, c'est une autre chose aussi. On sait que les enfants sont beaucoup plus vulnérables. Là, pour une même dose d'exposition, on peut voir survenir des effets chez les enfants qu'on ne verrait pas nécessairement chez les adultes, notamment au niveau là, du neurodéveloppement. Merci beaucoup pour ces informations-là. Pascal, on a parlé justement des travailleurs et des travailleuses qui utilisent les pesticides qui sont comme plus à risque. De votre côté, vous êtes contacté par les victimes des pesticides, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent malades au Québec pour cette raison-là? Alors, oui, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades, mais malheureusement, on n'est pas en mesure de le quantifier exactement. Donc nous, on a juste un aperçu des personnes qui nous contactent volontairement parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce qu'ils ont été référés vers nous par des partenaires. Mais c'est un gros enjeu sur lequel on travaille parce que c'est très difficile de parler des maladies liées aux pesticides et de prendre conscience pour les personnes exposées que leur maladie peut être causée par leur travail finalement. Donc le tabou qu'on constate, c'est vraiment associé au fait que les personnes exposées remettent en cause leur choix de carrière, leur vie, disent qu'ils ont choisi ou qu'ils ont fait ce qu'ils pensaient être bon ou ce qu'on leur a dit être bon,
Et donc, ça fait en sorte que c'est très compliqué d'admettre ensuite que le lien avec sa maladie est lien avec son utilisation de pesticides. Donc ça, c'est un premier facteur, le tabou. Puis il y a plein d'aspects du tabou aussi qui peut être renforcé par la pression sociale aussi, par les pairs. Donc d'une part, comme je l'ai dit, par rapport à sa carrière, mais d'autre part, par rapport à son entourage. Donc c'est encore très peu connu que les pesticides peuvent causer des maladies. Et malheureusement, les autorités publiques, donc Santé Canada, le gouvernement du Québec, font très peu pour informer la population des risques réels présentés par les pesticides. Donc ça renforce un peu la méconnaissance des liens. Puis, enfin, la pression sociale, elle se fait directement en disant si tu parles contre les pesticides ou si tu penses que ta maladie est liée aux pesticides, tu remets en cause ton milieu de vie, ta famille, ton entourage, le travail de tes amis ou de tes proches. Et donc, en tout cas, c'est perçu comme tel, et donc c'est très difficile. Donc, tout ça pour revenir à la question de nous, on va annoncer bientôt des résultats qui sont très préoccupants sur la quantité de personnes potentiellement concernées par les maladies de pesticides. On a fait un énorme sondage récemment, mais on pourra faire que des extrapolations. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près une centaine de personnes qui nous ont contactés, qu'on a accompagnés ou en tout cas dont on est informé. Puis souvent, c'est les proches qui vont nous informer de ça, ou c'est les proches qui vont être proactifs pour faire le lien. Aussi malheureusement parce que certaines victimes ne sont plus capables de faire des démarches administratives ou juste de parler. Par exemple, le Parkinson atteint beaucoup pour certains la capacité d'élocution. Donc le rôle des proches est très important. Donc vraiment, il y a un tabou chez les personnes exposées. Il y a un manque de connaissances en général dans la population, mais aussi chez les personnes exposées, qui est renforcé par plusieurs facteurs. Et il n'y a pas d'intérêt du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec d'approfondir le nombre de personnes concernées. Puis enfin, je dirais aussi un enjeu majeur, c'est que les personnes concernées peuvent être isolées. Donc, c'est compliqué aussi de prendre action pour faire un lien quand on se sent isolé, en faible capacité d'agir et quand les recours sont très limités aussi. Donc, à quoi bon en parler si finalement il y a plus de troubles qui génèrent de cette parole que de potentiels intérêts. Donc, je pense que voilà, c'est aussi une pression sur le fait que les gens qui subissent ces effets sont malades, donc sont déjà dans des situations de précarité, de vulnérabilité intense. Merci. Puis, c'est ça, les employés sont censés de porter des EPI, des équipements de protection individuelle. Fait que tout ce que tu viens de dire, pour quelles raisons, finalement, il existe encore des personnes qui tombent malades malgré ces équipements-là? Ouais. Alors, effectivement, l'aspect des équipements de protection individuelle, donc EPI, je vais utiliser pour la suite, est vraiment fascinant comme symptôme, on va dire, du dysfonctionnement de l'utilisation et de la gestion des pesticides, je dirais au Québec, au Canada, mais aussi dans le monde. Pourquoi ? Parce que finalement, lorsqu'un pesticide est autorisé, homologué par Santé Canada, c'est à condition qu'il soit utilisé dans certaines conditions, sous réserve d'utilisation de certains EPI, qui sont supposés protéger les personnes. Alors, il y a un double problème. D'une part, ces équipements ne sont pas conçus pour être réalistement portés dans des conditions de travail normales en milieu agricole. Donc, autrement dit, un agriculteur qui est penché sur son tracteur, il doit faire le mélange, faire la préparation, gérer un équipement mécanique, monter, descendre du champ pour inspecter un élément sur le terrain. Il doit manipuler, faire une diversité d'actions qui sont incompatibles avec le port d'un équipement de protection individuelle. D'autre part, il faudrait qu'il mette son EPI comme un chirurgien le ferait dans son bloc opératoire, c'est-à-dire d'avoir une salle dédiée ou d'avoir un espace dédié, de pouvoir être aidé pour enlever et le mettre,
d'avoir accès à un équipement pour laver, rincer, des choses qui sont rentrées en contact avec son EPI. D'autres choses, par exemple, c'est que c'est très difficile, ça peut être très difficile de respirer avec un EPI complet. Or, on sait, il y a des contraintes thermiques, donc il fait chaud, on transpire, on sue, c'est pas pratique. Donc voilà. Et donc ça fait en sorte qu'au Québec, on a des résultats comme quoi il y a 45% des gens qui ne portent rarement ou jamais d'équipement de protection individuelle essentiel de base. Donc ça, c'est un vrai enjeu sur le fait que, en fait, les équipements ne sont pas conçus pour être adaptés à la réalité. Donc, premier élément. Deuxième élément, les EPI ne sont pas protecteurs autant que l'industrie qui les vend ou l'industrie qui homologue les pesticides, parce que souvent c'est les mêmes compagnies, ou en tout cas des compagnies liées, le prétendent. Et ça a été prouvé par des recherches en France notamment, qui ont démontré à l'aide, qui ont mis des patchs sous les équipements de protection individuelle pour mesurer finalement le taux résiduel de pesticides qui passait à travers les combinaisons. Puis dans certains cas, c'était très important. Et dans certains cas, la personne qui portait un équipement de protection était plus exposée que la personne qui n'en portait pas. Comment ça se fait? En fait, c'est que les équipements avaient un effet de perméation, c'est-à-dire que certains pesticides passaient à travers la combinaison. Et donc, du coup, le pesticide se retrouvait coincé, entre guillemets, à l'intérieur de la combinaison, donc exposait encore plus la personne et finalement rendait encore plus dangereux pour la personne de l'avoir. Donc, ce n'est pas systématique, ça dépend des EPI, ça dépend des pesticides, mais ça montre qu'il y a une vulnérabilité de taille dans le processus, c'est que les EPI ne sont pas testés systématiquement avec tous les pesticides et il faudrait presque tester pour chaque pesticide la résistance de chaque EPI. Donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Voilà, c'est vraiment des choses fondamentales. Puis enfin, je dirais qu'il y a peut-être une particularité en Amérique du Nord, c'est que le gouvernement du Canada, au moment de l'homologation, considère un simple vêtement en manches longues comme un équipement de protection individuelle. Donc c'est vraiment absurde de penser qu'il suffit d'avoir une manche longue et un chapeau pour être protégé efficacement. D'autant plus que souvent ces habits vont être lavés dans la laveuse familiale, vont être accrochés ou posés sur un canapé, sur une chaise, bref, être en contact avec la vie de tous les jours ensuite, puis ça revient finalement à diffuser la contamination au quotidien. Et malheureusement, souvent on entend oui, mais ça c'était avant, les gens ils savaient pas, maintenant les gens sont conscients. En fait, absolument pas. Aujourd'hui, il y a des pratiques complètement aberrantes, malheureusement, qui se passent encore à chaque jour sur le terrain. Il y a des travailleurs étrangers temporaires, par exemple, qui n'ont pas d'informations adéquates du tout sur les risques des pesticides. Puis il y a une pratique qui se développe qui est de sous-traiter finalement l'épandage de pesticides à des entreprises qui vont faire ça à forfait. Donc finalement, ça vient déléguer le risque sur des travailleurs qui deviennent surexposés complètement et qui en fait voilà, ne peuvent pas être adéquatement protégés dans l'état actuel de la situation. Donc, désolé, c'est une longue explication, mais vraiment la question des équipements de protection individuelle est importante parce que si on croit le discours de l'industrie, ça veut dire que les seuls responsables des maladies, c'est les utilisateurs des pesticides. Et ça, c'est très grave comme affirmation, mais en fait, pour nous, c'est vraiment complètement irresponsable parce que justement, ça revient à mettre le fardeau de la responsabilité sur les utilisateurs et dire « Ah ben si, il est malade, c'est de sa faute. C'est parce qu'il a probablement, une fois dans sa vie, pas utilisé de PI comme si c'était... ça avait une valeur scientifique quelconque, or ça n'en a pas, mais malheureusement il y a encore beaucoup de travail pour faire connaître ce constat, ces études et la situation sur le terrain. Et on s'est affronté, nous, pour avoir eu des discussions clairement avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, on s'est affronté à des fins de non-recevoir. Donc eux, dans leur étude, ils prétendent que 100% des utilisateurs portent des équipements de protection individuelle. Or, on a des chiffres terrain, comme quoi, c'est ça, il y a 45% qui n'en portent que rarement ou jamais, mais eux, pour eux, ça n'existe pas. Ils continuent d'utiliser 100% des utilisateurs portent des EPI. Donc voilà, ça fait partie des enjeux auxquels on est confronté et malheureusement sur lesquels il n'y a pas d'action encore qui est menée. Merci beaucoup pour les précisions. En effet, il y a beaucoup de chemin à parcourir encore. Est-ce que Marie, si vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet?
Ah non, c'était vraiment parfait, c'était vraiment bien couvert. Juste dire que c'est assez récent là, qu'on a constaté que les EPI ne fonctionnaient pas. Il y a vraiment certains pesticides qui passent direct au travers, puis c'est ça que ça reste après. C'est fou, ça. C'est grave, ça aggrave le problème. Alors, c'est assez choquant, ça, comme constat. Puis que chacun, comme tu disais, qu'il faudrait les tester un par un, c'est quand même intéressant. Pour continuer un peu dans cette veine-là, quelles seraient donc les recommandations que tu préfères aux agriculteurs, agricultrices qui utilisent des pesticides dans cette situation-là pour se protéger le plus adéquatement possible? Puis concrètement, si une personne tombe malade suite à l'usage des pesticides de manière professionnelle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ouais, bonne question. Je pense qu'en préalable, c'est important de dire que nous, à Victimes des pesticides du Québec, on pense qu'il n'y a aucun agriculteur, producteur ou travailleur agricole qui utilise des pesticides bon cœur en disant « super, ce matin, je vais faire un épandage ». Je pense qu'il y a quand même une conscience du risque, même qui est partielle, mais qui est là. Puis, je pense que ce n'est pas agréable pour personne. Donc, le premier conseil, c'est de dire comment se passer des pesticides ou réduire au maximum l'utilisation des pesticides et choisir les pesticides les moins dangereux, c'est-à-dire d'utiliser des pesticides homologués en régime biologique au maximum. Donc ça, c'est clair. C'est la première étape et la plus importante, réduire à la source. C'est parfois la plus compliquée, surtout quand il y a un système qui renforce l'utilisation des pesticides ou qui incite fortement à l'utilisation des pesticides, comme les agronomes liés à des compagnies qui en vendent, etc. Mais c'est la première étape absolument nécessaire. La deuxième étape importante, c'est de dire si les personnes doivent absolument utiliser des pesticides, c'est de se protéger au mieux et d'avoir conscience de tous les risques et des limites telles que j'ai indiquées à propos des EPI. Donc, oui, les EPI sont imparfaits, mais il reste que ça représente une barrière dans certains cas nécessaires. Mais il ne faut pas les utiliser en se pensant protégés. Donc il y a eu d'autres études aussi qui ont montré que certains utilisateurs de pesticides, parce qu'ils étaient protégés, prenaient plus de risques, ou se couvraient davantage de pesticides, voilà. Donc des fois, ça peut leur donner un faux sentiment de protection. Donc se protéger, oui, mais faire attention, et ensuite se protéger en prenant conscience de toutes les contaminations autour des EPI, donc de ne pas penser que c'est juste au moment de l'utilisation, mais que c'est au moment de mettre l'équipement, c'est au moment de l'utiliser, mais aussi de l'enlever, puis c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces équipements, etc. Puis à quelle fréquence on les renouvelle. Théoriquement, il faudrait les renouveler au moins chaque mois dans les périodes, ou en tout cas minimalement à chaque saison, mais c'est des équipements dispendieux. Bref, donc vraiment de les utiliser en ayant conscience de leurs limites au mieux. Une fois qu'on est exposé, qu'on pense avoir un accident, donc on peut avoir des intoxications aiguës aux pesticides, ou chronique. Donc chronique, c'est quand on l'utilise sur toute une vie, sur une carrière, sur 10 ans, peu importe. Puis il n'y a pas de manifestation forcément clinique systématique, mais une intoxication aiguë, ça va être il y a un accident, il y a une réaction, on va dire, des rougeurs, des difficultés respiratoires, des vomissements, des étourdissements, la fatigue intense. Il peut y avoir plein de petits symptômes qui font en sorte, qui donnent un indice, ou une hospitalisation, un besoin d'hospitalisation, mais qui donnent un indice d'une intoxication aux pesticides. Là, malheureusement, il y a très peu de solutions, si ce n'est arrêter tout de suite et limiter les contacts avec les pesticides, appeler le centre anti-poison, puis faire une déclaration d'incident auprès de Santé Canada, même si malheureusement ils vont pas en faire grand-chose. Mais bon, il faut le faire. Puis limiter son exposition au maximum ensuite de cet accident, puis d'essayer de voir pourquoi cet accident a été causé. Donc, et puis d'en parler à des médecins et ne pas hésiter à mettre au défi ou challenger les médecins pour s'assurer qu'ils aient l'expertise adéquate, parce que malheureusement, il y a très peu de membres de la communauté médicale qui sont conscients des risques des pesticides. Donc voilà, il y a des bons professionnels qui existent au centre antipoison notamment, mais ça reste difficile d'avoir accès à cette information-là. Ça répond à la question. Mais oui, un gros merci pour ça. Si jamais les gens ont des questions, vous pouvez contacter aussi Victimes des pesticides pour vous aider vers certaines ressources. Donc là, on parlait du côté plus des travailleurs, des travailleuses. Tout à l'heure, on avait mentionné qu'il y avait aussi les consommateurs qui étaient exposés aux pesticides. Donc, je pense que souvent, quand on parle des produits bio, tout ça, on pense au manque de ressources financières que les ménages peuvent avoir encore plus depuis les dernières années.
Donc, un bon nombre de personnes se retrouvent dans l'obligation de manger des aliments peut-être moins sains, même de réduire le nombre de repas, les portions. Quand on parle de manger bio, par exemple, c'est pas seulement accessible à tous. Est-ce que tu aurais des recommandations pour la population qui essaie de faire des choix à l'épicerie, par exemple? Super bonne question. En fait, on focus souvent sur les aliments qui sont les plus contaminés. Il y a des données là-dessus. Là. On parle des fois de la Dirty Dozen ou des 12 salopards. Mais il y a aussi un autre palmarès. C'est le palmarès des produits les plus propres ou les plus exempts de pesticides. Donc, si on n'a pas beaucoup de sous pour acheter du bio, mais en tout cas pour ces produits-là, on n'a pas besoin d'acheter du bio. Il y a certaines de ces denrées-là, c'est ça, qui contiennent très peu de pesticides. Un exemple, c'est les asperges. C'est le temps des asperges au Québec. Étant donné que ça pousse très vite, il n'y a pas autant besoin d'utiliser de pesticides que pour d'autres denrées que ça prend plus longtemps avant qu'ils soient prêts. Ça peut être une des choses, de focusser sur des produits qui sont pour lesquels on sait qu'il y a moins d'utilisation de pesticides. C'est bon aussi pour l'environnement, pour les travailleurs, pour tout le monde, hein, de consommer davantage de ces produits-là. Après ça, pour les produits qui sont plus contaminés, mais qu'on aime, ben là, peut-être ça peut valoir la peine si on juge nécessaire d'acheter du bio. Après ça, il y a des sources de bio qui peuvent coûter, ça peut être moins dispendieux quand même. Il y a l'agriculture soutenue par la communauté, qui est un programme qui existe, où on s'engage avec un producteur pour toute la saison. Ça aussi, ça va revenir beaucoup moins cher, puis ça soutient vraiment un producteur. On sait, il faut dire que le contexte actuel est difficile pour tout le monde, difficile pour les consommateurs, mais vraiment difficile pour les producteurs agricoles aussi. Je pense, tantôt tu parlais de tabou. Moi, en tout cas, dans l'étude que je mène actuellement, je suis un peu confrontée aussi au tabou dès qu'on parle de pesticides, ben là, on est contre les agriculteurs, puis ça va tellement mal en agriculture. C'est quand même un moment assez difficile en ce moment pour vouloir être proactif, puis agir sur ce front-là des pesticides, parce que les agriculteurs sont au bout du rouleau. Puis on les entend beaucoup dire on nous enlève des molécules, on nous enlève des molécules, comme s'il y avait beaucoup de pesticides qui étaient bannis. Mais quand on regarde ça, là, il n'y a pas beaucoup de pesticides qui sont bannis. Là. Je ne sais pas s'il y en a 2, 3, 4 par année dont l'autorisation n'est pas renouvelée. Donc ça, c'est un peu comme une vue de l'esprit là, qu'ils ont, qu'on est tous en train de leur enlever les molécules. Alors, ben, c'est peut-être parce qu'on a les molécules, les pesticides qu'on enlève, c'est les plus toxiques, les plus vieux, c'est peut-être des pesticides particulièrement efficaces, puissants, mais toxiques aussi. Donc, en tout cas, je voulais amener l'idée du contexte actuel qui est quand même difficile. Donc, d'essayer dans nos actions de diminuer les risques des pesticides, diminuer l'usage des pesticides, mais tout en soutenant notre agriculture locale, parce que si on prend un pas de recul, on veut une agriculture locale. Ça, c'est une chose aussi que les agriculteurs trouvent très frustrant, c'est de savoir que les produits qui sont importés, il n'y a pas les mêmes réglementations. Certains peuvent contenir des pesticides qui ne sont pas utilisés ici, donc je trouve ça injuste. C'est assez compliqué. Merci. Moi, je ne savais pas justement cette belle réponse-là, puis merci beaucoup pour l'information. On va passer sur le dossier de la LMR, la limite maximale de résidus de pesticides sur les aliments. Je vais faire un petit topo un peu de ce qui s'est passé pour les personnes, pour vous mettre un peu à jour de ce scandale-là. Je vous ramène en 2021, lorsque Santé Canada a proposé d'augmenter la LMR, la limite maximale de résidus, fait que je vais toujours dire LMR ensuite. La population s'est fermement opposée à davantage de pesticides dans les assiettes pour les raisons qu'on a nommées plus tôt. Des centaines de personnes ont répondu aux appels à l'action de vigilance OGM. Donc, moi aussi, j'ai fait partie de ces campagnes d'action-là, mais il y en a eu plusieurs, comme la participation aux consultations publiques, des actions autocollantes dans les épiceries, peut-être que vous les avez remarqué, distribution de fausses circulaires de sensibilisation, il y en avait même dans les abribus. La vidéo humoristique et satirique avec Christian Vanas et on en passe.
On a appris aussi avec la foulée que ces propositions-là avaient été aussi faites à la demande des vendeurs de pesticides, donc Bayer, Monsanto, ce qui a largement amplifié tout le scandale qui venait d'arriver. Devant l'emballement médiatique de cette nouvelle-là, ça a poussé le gouvernement finalement à suspendre la décision, puis d'entreprendre le printemps suivant une grande consultation dans le but d'améliorer la transparence sur les processus d'homologation des pesticides. D'ailleurs, Santé Canada travaille encore aujourd'hui à la transformation de l'ARLA qui est l'Agence de réglementation antiparasitaire. Quelques mois plus tard, Vigilance OGM avait fait une demande d'accès à l'information et a reçu 229 pages blanches, finalement, concernant les études qui avaient convaincu Santé Canada à autoriser plus de traces de pesticides dans les aliments. Donc, je pense au niveau de la transparence, c'est assez questionnable. En 2023, donc l'été dernier. Laure, elle arrive. Donc, c'est ça, l'été dernier, en 2023, Santé Canada a annoncé la reprise des augmentations de la LMR et ce dont Vigilance OGM a largement dénoncé, évidemment, d'autant que les premières consultations apprenaient la reprise du même pattern, donc à savoir l'augmentation de LMR à la demande des vendeurs, encore une fois, pour faciliter les échanges commerciaux sur le marché. Il y a des petits bruits de couloir qui nous apprennent que le gouvernement a l'intention de rattraper le retard de ces 2 dernières années-là. Donc, ma question s'adresse à Maryse concernant les impacts des pesticides sur la santé, sans parler celle aussi sur l'environnement. Malgré le scandale de 2021, comment ça se fait-il que la LMR continue d'augmenter? Le lobby des pesticides est incroyablement puissant. Notre ministre de l'Environnement avait dit, il y a 3-4 ans, je pense, il avait admis que les compagnies de pesticides étaient plus puissantes que lui, en fait, que le ministère de l'Environnement. Il y a un réel problème là, au niveau de la gouvernance. Vous savez, les pesticides, c'est parmi les industries les mieux consolidées de toutes les industries, c'est-à-dire qu'au lieu d'être plusieurs petites compagnies, c'est juste quelques énormes compagnies. Donc, ils ont vraiment du pouvoir. Puis, tout ce qui est la réglementation sur les pesticides, c'est très technique, c'est très critique, c'est très difficile à comprendre. Et moi, ça fait des années que je suis là-dedans. Puis, je suis encore en train l'information est difficilement disponible. On parlait qu'il y avait à améliorer ça. Ce n'est pas encore fait. Donc, les compagnies, eux, ont le moyen, donc les gens qui travaillent pour eux, les scientifiques, ils ont moyen de jouer dans cette game-là. Ils ont les ressources humaines, puis donc de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Puis donc, de déposer des dossiers pour que soit changé les maires, puis ils vont argumenter. Donc, je pense que c'est vraiment, un des problèmes, la technicité de tout ce qui est là. Puis, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui s'intéressent aux pesticides. Hier, j'étais sur le terrain, j'ai fait une réunion d'information publique, puis j'étais avec des jeunes au baccalauréat qui travaillent avec moi sur l'étude, qui sont des stagiaires de recherche, qui m'ont demandé comment ça se fait. Puis ils m'ont entendu discuter avec les gens, puis je disais que c'était l'étude que je menais, c'était une des premières à s'intéresser, à quantifier l'exposition des voisins, dans le fond, des champs, des zones agricoles, leur exposition. Je disais, mais je ne peux pas croire que ça n'ait jamais été fait. C'est comme, tu sais, c'est un peu une question évidente, de base, c'est ça. Puis, comment ça se fait que je ne sais pas, mais en tout cas, une chose que je sais, c'est qu'il y a très peu de fonds de recherche qui sont attribués à l'étude des pesticides. On peut facilement chercher dans les bases de données. Puis, c'est mon nom qui va ressortir, puis le nom d'un de mes collègues, puis à peu près personne d'autre. Il y a très, très peu. Donc le fait qu'il y ait peu de fonds de recherche qui sont attribués, ça fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de travaux qui sont effectués. Pourquoi je parle de recherche scientifique dans la LMR, c'est pour contrebalancer le pouvoir de l'industrie qui emploie plein de scientifiques qui sont à temps plein là-dessus. Bien, ça prendrait plus de scientifiques indépendants qui s'intéressent aussi à ça pour
Parce qu'il faut se poser. Si la compagnie fait une demande pour augmenter la LMR, le gouvernement, l'ARLA, l'Agence de réglementation de produits antiparasitaires, ils vont ouvrir le débat, si on veut, ils vont publier ça sur leur site web, ils vont dire pour consultation publique. Mais là, il y a Suzy David, Suzy Foundation, puis Vigilance OGM, puis une couple de scientifiques comme moi qui regardons ces sites web, le site web puis qui réagissent. Mais il faudrait qu'il y ait plus, là, c'est pas balancé. Ouais, c'est devant le manque criant, en fait, en plus d'informations qu'on dit depuis tout à l'heure. Bon, merci. Pascal, comme mentionné, donc, Santé Canada travaille actuellement à la transformation de l'ARLA pour accroître la transparence et favoriser la participation du public dans la prise de décision. L'un des comités qui est né de cette initiative-là était composé de scientifiques indépendants, puis a vu son coprésident qui a démissionné au début de l'été passé, dénonçant un système d'évaluation des pesticides obsolète. Qu'est-ce que tu penses de la démission de Bruce Lenfair, merci, de ce comité? Puis de manière générale, est-ce que tu as une réaction sur ce système d'homologation-là? Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le système d'homologation. Victimes des pesticides du Québec, on a déposé un mémoire dans le cadre des consultations, comme Vigilance OGM et d'autres actions. Mais pour en revenir directement à la question sur la démission du coprésident, qui lui est un chercheur, mais qui est aussi un médecin, je pense que sa démission, en fait, lui, il a justifié sur le fait de dire il est coprésident d'un groupe, mais toutes ses demandes de travail pour faire son expertise qu'il jugeait nécessaire n'ont pas été satisfaites en fait par l'ARLA. Autrement dit, lui, il a demandé accès, par exemple, aux documents qui ont soutenu l'analyse de la réhomologation du glyphosate, auquel il n'a pas eu accès lui-même, alors que c'était le coprésident du groupe scientifique. Donc parce que c'est des documents associés, qui sont déposés par l'industrie et sur lesquels il y a une stricte confidentialité qui est appliquée, complètement abusive, et ce qui empêche toute contre-expertise scientifique. C'est ça, c'est la base du processus scientifique, c'est d'avoir accès aux données, et les données ne sont pas accessibles ou dans des conditions tellement difficiles que en fait, ça revient à les rendre non accessibles. Donc lui, il a fait ce constat-là, et donc c'est une des failles majeures du processus d'homologation. Il a demandé aussi dans le cas d'un pesticide, le chlorpyrifos, qui est dangereux pour le développement cérébral, pour le cerveau, en particulier chez les enfants, et dont Santé Canada s'était dit dès 2005 on devrait peut-être l'interdire, puis finalement ça a pris plus de 15 ans avant éventuellement de publier une décision d'interdiction, et encore qui permet d'écouler les stocks. Et finalement, il n'a pas eu accès à ces données, et puis il n'a pas eu accès à la compréhension du processus de pourquoi entre 2005 et 2020, ou à peu près, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période de temps-là, alors que finalement les preuves scientifiques indépendantes qui démontraient la dangerosité de ce pesticide en particulier-là existaient, puis n'ont pas été remis en cause, leur validité n'a pas été remise en cause. Donc ça montre un deuxième biais majeur du processus d'homologation des pesticides au Canada, mais aussi dans d'autres pays, c'est-à-dire l'absence complète de prise en compte des études scientifiques indépendantes qui peuvent être publiées par ailleurs du processus strict d'autorisation des pesticides. Donc voilà, lui, il a pris cette décision courageuse, et on l'en remercie parce qu'au moins ça a attiré l'attention sur le fait que finalement ce processus de réforme qui a soulevé certains espoirs est en train d'être complètement dévoyé par le gouvernement du Canada, et avec l'aide de l'industrie évidemment, parce que finalement il est en train d'accoucher à une régression ou un statu quo en la matière, et lui a décidé de ne pas servir de caution scientifique à cette régression-là, et c'est tout à fait important. Cela dit, c'est tout à fait important aussi qu'il y ait d'autres scientifiques qui continuent d'être en dialogue avec l'ARLA, parce que justement, il faut continuer à dénoncer et à faire pression, et à juste exercer les contre-pouvoirs qu'on peut au niveau que l'on peut le faire. Donc voilà. Donc là, j'ai parlé de 2 failles du processus d'homologation. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai parlé celle sur les équipements de protection individuelle et les facteurs de protection. Je pourrais parler aussi du fait que
le processus d'homologation évalue seulement la matière dite active des pesticides et non la formulation complète des pesticides. Donc voilà, on le sait dans le cas du Roundup, qui est le pesticide le plus utilisé. Ce qui rentre dans la composition du Roundup, il y a du glyphosate, mais pour plus de la moitié, c'est d'autres produits qui peuvent être tout aussi toxiques, voire plus toxiques, comme l'arsenic, qui rentrent dans la composition du produit, mais alors là, n'analyse pas ça. L'industrie va fournir des études uniquement sur la matière dite active. Donc ça, c'est un biais majeur. L'autre biais majeur, c'est qu'on considère chaque matière active par matière active, alors que chaque utilisateur de pesticides, malheureusement, on utilise une diversité au cours d'une saison, au cours d'une vie. Et donc, il n'y a pas d'analyse des effets cumulatifs de ces pesticides, ni des effets simultanés de l'exposition à différents pesticides. Aujourd'hui, dans les monocultures de maïs, soya, canola par exemple, au Canada, on va utiliser systématiquement un enrobage d'insecticides, un herbicide, un fongicide. Il n'y a pas, voilà, c'est le minimum, le cocktail minimum. Pourtant, il n'y a aucune analyse qui est faite sur c'est quoi les effets combinés sur la santé, sur l'environnement, de ces différentes molécules qui sont appliquées de façon routinière, on va dire, quotidienne et normale. Et il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré des effets synergiques. Donc par exemple, si on applique un insecticide avec un fongicide, ça ne va pas faire juste l'addition des deux risques analysés séparément, ça va rendre le risque exponentiel ou ça va l'augmenter. Donc c'est contre-intuitif, mais 1 plus 1 égale 3 ou 6 ou 10 dans certains cas. Donc finalement, c'est une énorme faille dans le processus d'homologation et ça rend encore plus le processus d'homologation archaïque. Donc là, j'en ai nommé quelques-unes, il y en a d'autres. Puis comme Maryse Bouchard l'a dit, ça peut être très technique aussi, mais tout ça pour dire que la situation est extrêmement préoccupante parce que l'assertion du gouvernement comme quoi les produits sont homologués, donc c'est sécuritaire. Et d'ailleurs, l'industrie dit « Ah, mais parce que les produits sont homologués, on n'est pas responsable. » Donc c'est un peu... ils se renforcent mutuellement, finalement, des arguments. Est complètement faux parce que scientifiquement, les processus d'homologation n'ont pas de validité, vraiment. Puis quand on analyse comment les processus d'homologation ont été conçus, en fait, ils ont été co-construits avec l'industrie depuis la création des agences d'homologation des pesticides, puis au niveau international ou au niveau national. Donc il y a vraiment cette collusion qui est à la base même des principes d'évaluation des pesticides. Et puis je pourrais détailler plein d'aspects, mais voilà, une des choses majeures qui nous tient à cœur, c'est que les impacts sur la santé aujourd'hui, on le sait que les agriculteurs sont exposés ou les utilisateurs à une diversité de pesticides. Il y a des preuves scientifiques qui ont démontré que maladie de Parkinson, lymphome, myélome, les troubles cognitifs, cancer de la prostate, etc. sont clairement associés à une exposition aux pesticides. Mais Santé Canada fait fi de cette information. Il dit nous, chaque molécule qu'on a analysée, on n'a pas trouvé de risque sur la santé. Donc oui, peut-être il y a des études épidémiologiques internationales qui démontrent clairement que les utilisateurs ont plus de chances de développer ces maladies, mais nous, on n'en prend pas en compte. On ne prend pas en compte ça. Donc, c'est vraiment préoccupant parce qu'il y a des données qui s'accumulent, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont malades, et on fait comme si cette réalité-là n'existait pas. Donc, Merci pour d'avoir fait tout ce portrait-là. C'est assez complexe aussi. Merci d'avoir mis un peu plus de clarté. Gardez vos questions. La période de questions s'en vient dans un petit instant. Il me restait 2 questions, par personne, si vous êtes capable de répondre en 2 petites minutes chaque. Donc, pour Maryse, hormis les agriculteurs et agricultrices, tout à l'heure, on a parlé des autres personnes qui étaient à risque aux pesticides. On a nommé notamment les enfants. Quels sont les autres groupes de personnes qui sont les plus à risque reliés aux pesticides? Je pense que ce sera des gens, j'en ai parlé un petit peu déjà tantôt, les gens qui vivent juste à côté des zones d'épandage. À mon avis, c'est probablement les groupes les plus à risque après les travailleurs puis les enfants.
C'est bon. Puis on m'a informé en fait que ça, en travaillant à l'INRS, vous avez eu un financement pour commencer une étude. Est-ce que vous avez envie de nous en parler un petit peu plus? Oui, donc l'étude vise à recruter 300 ménages ou familles. Donc, on s'intéresse vraiment aux gens de tous âges. Puis, donc, on veut aller chercher des gens qui vivent on a mis notre critère à 1000 mètres, donc à moins d'1 kilomètre d'une zone de production intensive. Par intensive, on veut dire pas bio. Donc, là où il y a des épandages de pesticides. Puis, on cherche vraiment à essayer d'identifier de quelle façon les gens sont exposés. Donc, on va faire de multiples échantillonnages biologiques d'abord, notamment en collectant des échantillons d'urine, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'estimer la dose interne, vraiment la dose à laquelle les gens ont été exposés. Puis après ça, on va entrer dans chacune des maisons pour prendre des échantillons sur les surfaces intérieures pendant toute la durée de l'été, en fait à plusieurs reprises durant l'été. On va les questionner sur leur alimentation pour savoir ce qui peut venir de cette voie d'exposition-là. On va prendre des échantillons de l'eau du robinet également, puis du sol aussi à l'extérieur. On va aussi essayer de modéliser les épandages qui sont faits alentour des habitations pour voir quelle est la part des usages agricoles. Donc, ça va être une étude sur 5 ans. C'est ça que j'avais demandé. On vient juste de commencer. À présent, on a 60 participants sur les 900 qu'on veut avoir au total. Donc, voilà, on a un grand travail devant nous. Oui, ça me félicitations. Et Pascal, donc, on a parlé tout à l'heure des maladies professionnelles. Quelles sont celles qui sont reconnues à ce jour et peut-être les prochaines qui seraient à reconnaître? Puis, dans la même question, est-ce que tu peux nous parler des victoires qu'il y a eu dans les différents procès contre l'industrie au niveau plus de la justice? Longue question en 2 minutes, mais On essaye. Donc les maladies professionnelles, donc nous, une des victoires que Victimes de pesticides du Québec, avec notamment Parkinson Québec, ont obtenu, c'est de faire reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle pour les personnes exposées. Donc ça a permis vraiment d'ouvrir une porte pour dire c'est possible. Les critères sont très limitatifs malheureusement, puis il y a encore beaucoup d'embûches pour les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson pour faire reconnaître ça auprès de la CNSST, mais c'est déjà un pas majeur. Les autres maladies que nous souhaiterions voir reconnues le plus rapidement possible, c'est peut-être toutes celles qui sont plus en lien avec l'utilisation des pesticides, reconnues par la littérature scientifique. Donc, c'est, comme j'ai dit, lymphome non-Hodgkinien, myélome, un cancer de la prostate, les troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique, bronchite chronique, maladie d'Alzheimer, troubles anxio-dépressifs, leucémie, tumeur du système nerveux central, bref. Il y a encore beaucoup de cancers du sein aussi. Bref, il y a beaucoup d'autres maladies. Et donc ça, en fait, il y a suffisamment de preuves scientifiques aujourd'hui pour reconnaître la présomption de lien. Ça a été fait dans d'autres pays qui ont reconnu plusieurs de ces maladies-là. Donc pourquoi on attend au Québec? Il y a une commission sur les maladies professionnelles qui est supposée rentrer en fonction, mais qui n'aura pas ça comme ses priorités. Donc c'est vraiment un processus très problématique parce que très long et qui laisse sur le côté de la route beaucoup de malades. Donc c'est vraiment problématique. En parallèle de ça, pour répondre rapidement, il y a aussi des combats juridiques qui se mènent présentement. Donc il y a plusieurs actions, recours collectifs au Canada. Un pour les personnes atteintes de lymphome non-Hodgkinien et qui ont utilisé du Roundup. Donc ça, il y a un recours collectif qui a été déposé au Québec, puis maintenant il est transféré, qui est géré par la Cour de l'Ontario pour l'ensemble du Canada. Et ils reconnaissent comme exposition significative des personnes qui ont utilisé au moins 2 fois, je pense au moins à 2 reprises, enfin à plusieurs reprises, une dizaine de fois du Roundup. Donc c'est quand même très large sur la population concernée. À vérifier, mais voilà, toutes les informations sont en ligne. Il y a aussi un recours collectif pour les personnes qui ont utilisé du paraquat, pour les personnes qui ont utilisé du paraquat, qui est un insecticide qui est toujours autorisé, mais qui est reconnu vraiment, qui est très dangereux pour la santé. Donc voilà, au Canada en tout cas, il y a quelques recours collectifs, et puis là c'est encore que les débuts du processus. Puis en fait, chaque étape prend énormément de temps. Puis évidemment, à chaque étape, l'industrie fait appel ou met le maximum de bâtons dans les roues pour épuiser finalement
les requérants dans ce processus, épuiser les cabinets d'avocats qui prennent en charge ces choses-là. Par contre, ce qui est inspirant, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu énormément de procès et il y en a qui ont eu des conséquences assez majeures, on va dire, avec des résultats de plusieurs centaines de millions de dollars. Il y a aussi Bayer, Monsanto, qui a fait un accord avec une grande partie de victimes pour plusieurs milliards de dollars, mais il y a encore des procès en cours. Et donc voilà, ça c'est juste pour le Roundup et surtout le lymphome, mais il y a des tonnes d'autres maladies à venir. Et on sait que les compagnies de pesticides ont provisionné finalement des frais juridiques et des réserves de plusieurs milliards pour faire face à ces risques juridiques. Donc on se demande qu'est-ce que font les gouvernements pour agir concrètement, surtout au Canada, pour aller chercher cet argent qui dort dans des coffres et dans des réserves spécifiques, mais que l'industrie va évidemment tout faire pour ne jamais les dépenser. Donc voilà, il y a vraiment de l'espoir quand on regarde les résultats des procès aux États-Unis, mais il y a encore énormément de travail parce que le système juridique n'est pas le même au Canada pour avoir des gains. Donc j'imagine que ça va être dans plusieurs dizaines d'années, malheureusement, que ces recours collectifs vont pouvoir aboutir, et j'espère à une condamnation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de stratégies pour avoir des accords avant. Donc voilà, c'est ça. Oui, c'est intéressant de savoir que ça converge, mais en effet, il reste quand même beaucoup de travail à faire. Merci. On va être rendu à la période des questions. Que vous soyez en ligne, dans la salle, si dans la salle, c'est à l'arrière, peut-être avancer un peu parce que le micro est juste ici. On va peut-être avoir le temps pour 2, 3 questions. Est-ce qu'il y en avait soit en ligne, dans la salle, sinon moi j'en ai aussi qui sont écrites ici. On commencerait juste par les gens dans la salle en premier, puis je prie juste de faire justement, puisqu'on n'a pas beaucoup de questions, de faire des questions courtes et concises et précises, pour faire sortir qu'on puisse passer toutes les questions. Merci. Génial. Oui. Ça s'adresse. Est-ce que tu veux avancer? Oui, le micro, il est où? C'est la petite Ouais, tu n'es pas obligé d'avancer aussi proche, là, mais tu peux te mettre là à peu près si tu veux. Bon. Bonjour, mon nom c'est Josée Houle. En fait, je viens du domaine de l'environnement. J'ai une maîtrise en sciences de l'environnement avec en communication. Actuellement, je travaille au Ferme-Fort. Puis, moi, j'ai la maladie de Crohn depuis 2018. Puis, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, notamment depuis 2 ans. J'essaie de consommer plus de produits biologiques puis sans pesticides, puis j'ai vu une nette amélioration. Puis, tu sais, j'ai eu une colonoscopie, puis mon intestin il était rose. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a des possibilités de faire des partenariats, des alliances avec des associations, par exemple l'Association canadienne de maladie de Crohn, pour justement renforcer le mouvement. Oui, effectivement, nous, avec Team des pesticides du Québec, on travaille beaucoup avec les associations spécialisées sur les différentes maladies. Donc, oui, ça serait pertinent d'investiguer sur les liens et sur la probabilité que ce genre de maladie puisse être déclenchée par les pesticides. Aujourd'hui, la littérature scientifique ne reconnaît pas, il y a le niveau de présomption de preuve n'est pas suffisante pour être vraiment affirmatif. Ça ne veut pas dire que le lien n'est pas là, mais ça veut dire que juste il y a plus d'études qui sont nécessaires pour avoir une certitude. Et puis, donc oui, ça serait vraiment intéressant de trouver plus de ressources et d'engager plus de partenaires dans trouver l'éthologie, donc la source des maladies, parce qu'on sait que la maladie de Crohn, comme beaucoup d'autres maladies, sont en croissance en dehors du fait du dépistage ou en dehors des risques génétiques. Donc il y a beaucoup de maladies qui sont en croissance et on suspecte plusieurs facteurs, dont les pesticides, effectivement. Je vais peut-être ajouter quelque chose, parce qu'en fait, je m'en voulais quand vous m'avez demandé au début la liste des effets sur la santé. Il y en avait tellement, je ne les ai pas tous dit, mais il y en a 2 importants que j'ai oubliés. Un, c'est sur les effets gastro-intestinaux. En fait, il y a des études nouvelles qui ont montré que certains pesticides, à une exposition sous la dose réglementaire, peuvent avoir un effet sur le microbiote, qui est donc les bonnes bactéries qui colonisent notre système digestif, qui sont absolument essentielles à la santé de notre tractus gastro-intestinal. Puis l'exposition à ces pesticides-là, donc à de faibles doses,
donc perturber le microbiote et aussi créer beaucoup d'inflammation dans les tissus. Je ne suis pas une spécialiste de la maladie de Crohn, mais en tout cas, il me semble que le processus d'inflammation a vraiment un rôle à Moi, je jouer. vois vraiment un lien entre l'inflammation et les produits, les aliments que je consomme, la qualité des aliments que je consomme. Puis ça a un effet sur ma qualité de vie de tous les jours. Fait, je pense qu'il y a à peu près le 1/5 des gens qui ont soit la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Donc, tu sais, je pense qu'on pourrait faire un effort de sensibilisation à ce niveau-là aussi. Oui, très important. Ouais. Merci. Question. Il y a une autre question dans la salle, sinon j'ai vu qu'il y en avait. Ouais. Salut, moi c'est Eric Baudouin. Je me demandais, tantôt, Pascal t'a parlé prendre les pesticides qui ont les plus bas indices de risque, principalement ceux qui sont plus accrédités dans le bio. Mais je me demandais si c'était quoi vos inputs un peu sur les indices de risque pour la santé développés un peu dans le cadre de l'IRPEC. Ouais. Donc oui, bonne question. Donc le gouvernement du Canada a un indice de risque sur la santé et sur l'environnement pour les pesticides qui sert pour comptabiliser le niveau de risque finalement d'exposition, notamment de la population et de l'utilisation des pesticides. Et en fait, nous, on est très critiques sur ces indices de risque-là parce que ça se base fondamentalement sur les études utilisées pour l'homologation des pesticides. Donc ça prend très peu en compte les études indépendantes. Donc finalement, c'est intéressant pour avoir une comparaison déjà, mais c'est très limité parce que ça se base sur des données qui ne sont pas fiables ou en tout cas dont on n'a pas la preuve de la fiabilité. Donc voilà, donc c'est vraiment problématique et très limitatif. Je ne sais pas si tu veux répondre. Tu as d'autres choses à répondre. Je pense que c'est bon. Donc, je donnerai la parole à Mme Godet qui est en ligne. Donc, je t'inviterai à vous unmuter. Oui, bonjour. Je voulais demander, vous avez parlé de l'alimentation, de manger des choses moins contaminées, d'acheter bio, mais moi, je lave tous mes légumes, mes fruits. Est-ce que vous avez vu des études scientifiques concernant lorsque les gens lavent, est-ce que ça peut être comparable à des légumes bio quand on lave nos légumes et fruits? Oui, je n'ai même pas mentionné, en tout cas, désolée, c'est comme une évidence, c'est vraiment important. Faites bien, madame, de laver tous vos fruits et légumes, c'est vraiment essentiel. Ce que les études montrent, c'est que, là, ça va dépendre, mais admettons, on prend les pommes, donc pour les fruits et légumes là, qui ont une pelure solide, là, on pourrait dire, assez résistante. C'est bon d'y aller avec un peu d'abrasion, donc peut-être une éponge douce. Il y a certains pesticides aussi qui vont mieux partir si on utilise un peu de bicarbonate de soude. Moi, c'est comme ça que je lave mes pommes, gros bol d'eau, bicarbonate de soude, on frotte bien, des poivrons aussi, ça fonctionne, c'est une bonne façon de faire. Sinon, pour d'autres choses plus fragiles, évidemment, il faut juste rincer à grande eau les fraises, les framboises, tout ça. Par contre, c'est important de savoir que ça ne peut pas être équivalent à du bio parce que malheureusement, il y a beaucoup de pesticides qui sont dits systémiques, donc c'est-à-dire qui vont avoir pour caractéristique de pénétrer les tissus des plantes sur lesquelles ils sont appliqués, donc se retrouver à l'intérieur. Donc, un pesticide systémique qui est appliqué sur je sais pas, un blé d'Inde ou bref, et peu importe son mode d'utilisation, que ce soit un enrobage de semences ou en épandage aérien, on va dire, en fait, ça va rentrer dans tous les tissus du fruit ou de la céréale ou du légume. Donc voilà, ça peut, en rinçant, on permet de réduire l'exposition aux pesticides dits de contact, mais ça ne va pas réduire l'exposition aux pesticides systémiques. Donc voilà, c'est la nuance. OK, merci beaucoup. J'ai une dernière, on va prendre en fait une dernière petite courte question là, que Serge Boilly a posée sur le chat. Puis après ça, malheureusement, on va devoir terminer la période de questions, mais vous pouvez quand même mettre votre question dans le chat, puis on va tâcher de vous répondre par courriel. Donc, si vous avez encore votre question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Mais Serge Boilly demande en fait comment est-ce qu'on peut participer à votre recherche
Madame Maryse Bouchard. Ben, vous pouvez écrire à Epura, E-P-U-R-A, à commercial INRS.ca. Puis voilà, vous pouvez m'écrire maryse.bouchard@inrs.ca. Je vous réponds. Parce que 61, c'est bon. Génial. Un gros merci pour les personnes qui étaient en ligne aussi, les personnes qui sont présentes ce soir. Merci à Pascal. Merci à Maryse pour toutes les informations. C'est Merci, super Chloé. complémentaire. Et puis on va passer à